Salut à tous! 20 et 1 mille de mer libre séparent l'Iran de la péninsule arabique. Par ce corridor étroit transite, chaque jour ou presque, environ 20% de l'ensemble de l'approvisionnement mondial en pétrole. Depuis des décennies, les stratèges militaires à Washington, Tel Aviv et Riyad le décrivent comme le point d'étranglement le plus dangereux de la planète. Non pas à cause de sa profondeur, non pas à cause de la météo, mais à cause de ce qui se trouve sur sa rive nord, l'une des forces militaires les plus armées, les plus entraînées sur le plan opérationnel et les plus patientes sur le plan stratégique du Moyen-Orient moderne. Imaginez maintenant un scénario, une simulation, un briefing classifié qui commence par un seul ordre chiffré transmis depuis Téhéran. En quelques minutes, la ville portuaire de Bandar Abbas passe du statut d'installation navale régionale à ce que les analystes, dans ce scénario, décrirait comme la plus forte concentration de lancement de missiles balistiques de l'histoire de la guerre moderne, for 000 missiles, Zulfikar, tirés simultanément vers la plus puissante armada navale jamais rassemblée dans le golfe Persique. Ce qui se passe ensuite n'a rien d'un fantasme. C'est l'aboutissement logique de décennies de doctrine militaire iranienne, de positionnement stratégique américain et d'un face-à-face géopolitique dont le monde se rapproche depuis 30 ans. Il s'agit d'un scénario analytique fictif, construit à partir de capacités vérifiées, d'une doctrine documentée, ainsi que de contraintes géographiques et stratégiques bien réelles. Chaque arme décrite existe, chaque vulnérabilité analysée est réelle. Ce scénario vise à explorer à quoi ressemble réellement la collision entre la doctrine asymétrique iranienne et la projection de puissance américaine centrée sur les porte-avions, lorsqu'on la pousse jusqu'à sa conclusion logique. Pour comprendre ce scénario, il faut d'abord comprendre 3 choses: la géographie, la doctrine et les décennies de développement stratégique, qui rendent ce scénario non seulement possible, mais, dans certains cadres analytiques, plausible. Le détroit d'Ormuz est peu profond, avec une profondeur moyenne de 90e seulement. Il est fermé et il est assez étroit pour que, dans un scénario d'attaque, la précision compte moins que le volume. Le golfe Persique est, pour reprendre la terminologie militaire la plus brutale, ce que les planificateurs appellent discrètement une boîte de mise à mort. Une étendue d'eau confinée où les contraintes géométriques sur la manœuvre jouent systématiquement contre les forces navales de surface et en faveur des systèmes de missiles basés à terre. L'Iran et les États-Unis sont enfermés dans ce qu'on ne peut décrire que comme un conflit froid, avec des accès de fièvre intermittents depuis 1979. Toutes les administrations, de Carter à Biden, ont recyclé le même menu d'options: sanctions, pression par procuration, opérations clandestines, frappe militaire limitée et diplomatie périodique qui s'effondre avant d'aboutir à des accords durables. Ce que cette confrontation prolongée a produit du côté iranien, c'est une doctrine militaire sans équivalent dans la région. Elle n'est pas conçue pour une guerre conventionnelle. L'Iran a compris depuis longtemps qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la puissance militaire américaine porte-avions contre porte-avions, avion contre avion ou division contre division. Il a donc construit tout autre chose, une doctrine de saturation asymétrique. L'idée est simple dans son principe et extraordinairement difficile à contrer dans la pratique. Si l'on ne peut pas vaincre la plus puissante armée de l'histoire par des moyens conventionnels, on la submerge par le volume, la vitesse et l'exploitation délibérée de points d'étranglement géographiques, là où ses propres avantages sont maximisés et ceux de l'adversaire réduits. Bandar Abbas est le centre opérationnel de cette doctrine. Située au point le plus étroit du détroit d'Ormuz, la ville sert de quartier général à la marine iranienne, à la marine des gardiens de la Révolution, qui opère comme une force distincte et nettement plus agressive, ainsi qu'au centre de commandement des batteries de missiles de défense côtière de l'Iran. Les images satellites de la dernière décennie ont régulièrement montré l'expansion par les gardiens de la Révolution d'installations souterraines de stockage de missiles le long du littoral. Les médias d'État iraniens ont diffusé des exercices impliquant des tirs coordonnés depuis des positions durcies dans les contreforts des monts Zagros, derrière le port. Le message opérationnel adressé au planificateur naval américain a été explicite et constant. La position américaine dans les conditions d'ouverture du scénario est tout aussi importante. Un groupe aéronaval n'est pas simplement un navire.
C'est un écosystème flottant de capacité militaire. Environ 7500 personnels, un super porte-avions à propulsion nucléaire, 2 croiseurs lance-missiles, 2 à 3 destroyers lance-missiles, un sous-marin d'attaque et un bâtiment logistique. Cela représente plus de 40 milliards de dollars de matériel, ainsi qu'un investissement inestimable en formation et en maintien en conditions opérationnelles. Dans le Golfe Persique, dans le contexte d'une salve massive de missiles iraniens, il opère dans des conditions qui maximisent les avantages du défenseur et minimisent ceux de l'attaquant. Le contexte géopolitique plus large du scénario inclut l'effondrement des négociations nucléaires, une séquence de frappes israéliennes contre les infrastructures nucléaires iraniennes qui a généré une pression de représailles des deux côtés, une autorisation parlementaire étroite pour une action militaire et un second groupe aéronaval venant renforcer la 5e flotte pour la première fois depuis 2003. À Téhéran, le Conseil suprême de sécurité nationale s'est réuni. À Bandar Abbas, les préparatifs opérationnels sont en cours. La phase d'ouverture ne commence ni par une déclaration, ni par une diffusion publique. Elle commence dans le silence. À 03:47, heure locale, dans le scénario, les opérateurs radars iraniens de Bandar Abbas détectent ce qu'ils identifient correctement comme les ailes aériennes combinées de 2 groupes aéronavals entrant dans une trajectoire d'attente avant frappe au-dessus du centre du Golfe. Des paquets de frappes sont en train de se constituer. Des appareils de guerre électronique neutralisent la couverture radar iranienne. Les Iraniens, qui ont passé 20 ans à se préparer à cette signature opérationnelle précise, prennent leurs décisions. L'ordre n'est pas transmis par radio, mais par câble à fibre optique enterré à 60 m sous terre, relié à des complexes de lancement durcis répartis sur un arc de 80 km de côte et de positions montagneuses à l'intérieur des terres. En 4 minutes, la première vague est lancée. Le Zulfikar n'est pas un système primitif. Développé à partir de la famille de missiles balistiques Fateh, 110, c'est un missile balistique mobile sur route, à carburant solide, guidé avec précision, d'une portée d'environ 700 km et d'une erreur circulaire probable. C'est, à dire, la mesure de précision d'environ 50 m. Chaque missile emporte une charge militaire de 450 kg. Il atteint des vitesses supérieures à Mach 4 dans sa phase terminale et sa trajectoire ABC, plus basse et plus plate qu'un arc balistique standard, réduit la fenêtre d'interception disponible pour les systèmes de défense Aegis, la faisant passer de plusieurs minutes à, selon certaines évaluations, moins de 90 secondes. Le carburant solide est essentiel sur le plan opérationnel. Contrairement aux missiles balistiques à carburant liquide, qui exigent des procédures de ravitaillement longues et détectables par surveillance satellitaire, les systèmes à carburant solide peuvent être lancés en quelques minutes après l'ordre. L'Iran aurait dispersé son arsenal de Zulfikar entre des véhicules lanceurs, érecteurs mobiles et des installations souterraines fixes. Cette mobilité crée le même défi de ciblage que celui qui complique depuis longtemps les efforts visant à neutraliser les forces de missiles nord-coréennes. Ce qu'on ne peut pas localiser assez tôt ne peut pas être détruit. Le système de guidage terminal représente l'évolution la plus importante par rapport aux missiles balistiques iraniens des générations précédentes. Les générations antérieures utilisaient principalement la navigation inertielle. Elles volaient vers un point géographique prédéterminé avec une capacité d'ajustement limitée. La famille Zulfikar intègre ce que les ingénieurs iraniens décrivent comme un système de capteur terminal, combinant probablement navigation inertielle assistée par GPS et guidage terminal électro-optique. L'effet opérationnel concret est une arme capable de viser une section précise d'un navire précis, plutôt que simplement la position approximative d'une formation navale. Multipliez maintenant cela par 4000. Dans le scénario, l'Iran tire selon des vagues soigneusement séquencées environ 200 missiles toutes les 40 secondes pendant une fenêtre opérationnelle de 20 minutes. Ce n'est pas aléatoire. C'est une stratégie de saturation conçue mathématiquement pour submerger le stock fini d'intercepteurs des bâtiments de surface américains. Un seul destroyer, de classe Arleigh Burke, emporte environ 86 cellules dans son système de lancement vertical. Ces cellules remplissent plusieurs catégories de missions. Elles ne sont pas
entièrement chargés d'intercepteurs. Dans des configurations de combat réalistes contre une menace mixte balistique et de croisière, on parle plutôt de 40 à 60 intercepteurs par destroyer, sur une force de 12 bâtiments de surface. Cela donne à l'ensemble du groupe aéronaval une capacité maximale d'interception comprise entre 480 et 720 munitions. Face à 4000 missiles entrants, cette arithmétique est catastrophique. La doctrine de l'attaque par saturation n'est pas conçue pour vaincre un système défensif pris isolément. Elle est conçue pour épuiser l'inventaire collectif de tout un groupe de combat, puis faire passer le reste par les brèches créées par cet épuisement. La première vague du scénario vise l'écran avancé des destroyers. 3 navires sont frappés simultanément dans une fenêtre de 4,20 secondes. L'un d'eux coule en moins de 12 minutes. Un destroyer lance-missile touché au milieu du navire par 2 ogives Zulfikar qui explosent dans les compartiments machines, provoquant une voie d'eau catastrophique que les équipes de lutte contre l'avarie ne peuvent pas contenir dans les eaux peu profondes et confinées du Golfe. Un deuxième destroyer perd sa propulsion et tous ses systèmes d'armes avant, mais reste à flot. Le troisième est frappé près de la passerelle, ce qui tue le commandant et neutralise son radar Aegis, aveuglant de fait le navire et le retirant du dispositif défensif de tout le groupe de combat. La deuxième vague vise les porte-avions eux-mêmes. C'est la phase la plus lourde de conséquences du scénario. Un super porte-avions de classe Nimitz est conçu pour encaisser des dommages importants. Il n'est pas invulnérable à une frappe balistique concentrée. Les analyses du Naval War College, de la Rand Corporation et de chercheurs indépendants en défense ont constamment identifié les points les plus vulnérables du porte-avions, non pas comme le pont d'envol, mais comme les systèmes de propulsion, la superstructure de l'îlot, les mécanismes des brins d'arrêt et les réservoirs de carburéacteurs sous les ponts. La précision terminale de 50 m du Zulfikar est plus que suffisante pour viser délibérément ces systèmes. Dans le scénario, le porte-avions encaisse 3 impacts confirmés. Il ne coule pas. Les porte-avions coulent rarement. Mais il perd 2 de ses 4 arbres d'hélice. Son ascenseur d'aéronef numéro 1 est détruit. Et une rupture de conduite de carburant sous le pont du hangar déclenche un incendie qui met 37 minutes à être maîtrisé. Le navire est hors d'état de combattre dans les 20 minutes qui suivent le premier impact. Son groupe aérien, c'est à dire toute la puissance offensive de ce groupe de combat ne peut plus décoller. Le porte-avions a été neutralisé sans avoir été coulé. Simultanément, la marine des gardiens de la Révolution déploie son essaim de vedettes rapides d'attaque, des centaines de petites unités très manœuvrables, armées de missiles anti-navires depuis des positions côtières dissimulées le long de la rive nord. Ce n'est pas, à elle seule, une force décisive. C'est un mécanisme de contrainte qui oblige les commandants américains à rediriger intercepteurs et systèmes d'artillerie vers la menace de surface au moment précis où arrivent les deuxième et troisième vagues de missiles. Les systèmes d'artillerie capables d'engager les vedettes rapides sont les mêmes que ceux qui, autrement, contribueraient à la défense terminale contre les missiles entrants. A05, 12, heure locale, dans le scénario, soit 4,25 minutes après le premier lancement, l'évaluation au poste de commandement du CENTCOM au Qatar est la suivante. 14 navires confirmés coulés ou neutralisés, 6 autres endommagés. La puissance aérienne américaine au-dessus du Golfe a été neutralisée, non pas détruite, mais elle est incapable d'opérer efficacement depuis un pont de porte-avions qui gîte et brûle encore activement. Les moyens aériens basés à terre à Al-Udeid et Al-Dafra commencent à réagir, mais sans le soutien critique de renseignements au-dessus de la mer et de désignation d'objectifs qu'assurent normalement les appareils de guerre électroniques embarqués. Vient alors le point de décision déterminant du scénario. Environ 13 000 soldats américains déployés sur des bases avancées à Bahreïn et au Koweït à portée des missiles balistiques iraniens reçoivent des renseignements indiquant qu'une frappe de suivi visant des installations fixes au sol a été autorisée à Téhéran. Le général commandant pèse la probabilité de perte massive face à la valeur stratégique du maintien de position désormais isolé, privé de soutien depuis la mer et visé. Une demande de cessez-le-feu conditionnel, formulée comme une offre d'évacuation humanitaire, est transmise. L'Iran accepte. Les forces américaines commencent un retrait organisé dans les 6 heures.
Dans ce scénario, cette décision n'est pas présentée comme de la lâcheté, c'est l'option la moins catastrophique qui reste à cet instant dans l'arbre des décisions. Le scénario impose de reconnaître honnêtement ce que le Zulfikar ne peut pas faire, car surestimer les capacités iraniennes est aussi trompeur analytiquement que les sous-estimer. À Mach 4, le Zulfikar est rapide, mais il n'est pas hypersonique au sens technique du terme. Des systèmes comme le Kinzhal russe atteignent Mach 10 ou davantage, et les véritables planeurs hypersoniques introduisent des trajectoires manœuvrantes que les variantes actuelles d'Aegis ne peuvent pas suivre de manière fiable. Le Zulfikar, en revanche, bien que rapide et précis, suit une trajectoire terminale plus prévisible. Les radars avancés de conduite de tir peuvent le suivre. Le système peut théoriquement être intercepté. Le problème de l'interception n'est pas celui de l'impossibilité. C'est un problème de mathématiques. 4000 missiles épuiseront n'importe quel stock actuel d'intercepteurs, quelle que soit la performance des intercepteurs pris individuellement. Le système de combat Aegis américain reste la plateforme de défense aérienne de zone la plus sophistiquée au monde. L'intercepteur SM-6 a démontré des capacités réelles contre des cibles de missiles balistiques lors d'essais et dans un emploi opérationnel limité, mais ce système a été conçu, financé et optimisé pour des scénarios impliquant des dizaines de menaces simultanées, non des centaines arrivant dans des fenêtres de temps comprimées depuis plusieurs vecteurs. La doctrine d'attaque par saturation que l'Iran a bâtie sur 30 ans exploite cet écart avec une précision mathématique. Elle n'est pas ingénieuse comme l'est une nouvelle technologie. Elle est ingénieuse au sens où il est ingénieux d'identifier la capacité finie de l'adversaire et de concevoir une menace qui dépasse cette capacité d'une marge définie. Le résultat est une asymétrie doctrinale qui n'exige pas une supériorité technologique. Elle exige du volume, de la dispersion et la patience de développer les deux pendant des décennies. Le scénario ne débouche pas sur une résolution nette. Il produit un choc stratégique dont les conséquences se propagent dans le système international d'une manière réellement difficile à prévoir. Dans le scénario, le premier appel de Washington part vers Pékin, non pas comme une menace, mais comme une démarche officieuse. Car dans les 48 heures suivant la phase d'ouverture du scénario, les marchés pétroliers ont produit un choc énergétique inédit depuis 1973. Le Brent a dépassé 240 $ le baril. Les bourses de Tokyo et de Séoul ont suspendu leurs échanges. Les marchés européens des obligations souveraines sont soumis à une forte pression. La réponse de la Chine est soigneusement calibrée. Pékin condamne les violences des deux côtés, une déclaration vide sur le fond, mais significative parce qu'elle s'abstient de dire. La Chine n'active pas ses forces navales. Elle ne menace pas d'intervenir. Ce qu'elle fait, en revanche, est bien plus lourd de conséquences stratégiques. Elle accélère les accords énergétiques bilatéraux avec Téhéran et signale discrètement à l'Arabie Saoudite qu'elle est prête à discuter de cadres de sécurité qui ne reposent pas sur la présence militaire américaine comme garantie débassée. C'est l'ouverture géopolitique que la Chine construit depuis une décennie. Le scénario crée les conditions. L'investissement diplomatique patient de Pékin la place en position d'en tirer profit. La réponse de la Russie est plus simple et plus directe. Moscou décrit l'issue comme la conséquence inévitable de la surextension militaire américaine, une déclaration qui suscite l'indignation dans les capitales occidentales et un accord discret dans une grande partie du sud global. Les compagnies énergétiques russes commencent à renégocier leurs contrats d'approvisionnement dans les 72 heures, comprenant que la perturbation du marché du Golfe crée des avantages tarifaires extraordinaires pour le brut de l'Oural acheminé par des voies hors Golfe. Dans le Golfe même, les fractures sont immédiates. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, qui accueillent tous des forces et des infrastructures américaines désormais endommagées ou évacuées, sont confrontés à une question politique impossible. L'alignement sur Washington a produit un résultat militaire catastrophique directement à leur porte. La session d'urgence du Conseil de coopération du Golfe à Riyad ne parvient à aucun consensus, ce qui constitue en soi un verdict sur l'état du parapluie sécuritaire américain. L'OTAN convoque une consultation d'urgence au titre de l'article 4 et non de l'article 5 qui déclencherait des obligations de défense collective. Cette distinction est délibérée. Les membres européens
déjà confrontés à la dépendance énergétique et à des pressions politiques intérieures, ne sont pas prêts à suivre les États-Unis dans une guerre du Golfe. L'Allemagne et la France appellent conjointement à un cessez-le-feu immédiat et à une médiation des Nations Unies. Le Royaume-Uni dépêche un groupe naval vers la mer Rouge et non vers le Golfe, dans un geste qui signale la solidarité sans engagement opérationnel. L'histoire se résout rarement de manière nette, et ce scénario non plus à travers ses trajectoires possibles. Dans la première trajectoire, l'ampleur même du choc militaire et économique contraint Washington et Téhéran à s'asseoir à la table des négociations d'une manière que 40 années de pression graduée n'avaient jamais pu imposer. Des médiateurs neutres, Oman a historiquement joué ce rôle, tout comme le Qatar négocie un cadre. Les forces américaines se retirent des positions de basage dans le Golfe, l'Iran accepte un programme nucléaire supervisé et un accès contrôlé au détroit. Une architecture de sécurité régionale est construite sans dépendre de la primauté militaire américaine pour son application. Fragile, contestée, réellement incertaine, mais réelle. Le scénario produit le résultat que les stratégies de pression maximale prolongées n'ont jamais réussi à obtenir. Dans la deuxième trajectoire, c'est l'escalade. Les États-Unis, confrontés à leur revers militaire le plus grave depuis le Vietnam, répondent à une pression intérieure immense par une campagne aérienne prolongée depuis des moyens basés à terre et des sous-marins visant les infrastructures militaires iraniennes, les nœuds de commandement et les complexes de direction. L'Iran active son réseau de supplétifs. Le Hezbollah au Liban, les forces houthis à travers la mer Rouge, les milices chiites à travers l'Irak. Le conflit devient régional avant de devenir mondial. Et la question de la retenue chinoise et russe devient la variable la plus déterminante de tout le système. Le réflexe familier revient transformer la salle de briefing en bande-annonce de cinéma, puis espérer que l'arithmétique se mette aux gardes. À vous. Dans la troisième trajectoire peut être la plus réaliste historiquement, l'issue est longue et ambiguë. Aucun camp n'atteint ses objectifs de manière nette. Les États-Unis subissent un choc réputationnel et stratégique, mais conservent une supériorité militaire écrasante à long terme. L'Iran démontre l'efficacité opérationnelle de sa doctrine asymétrique, mais fait face à des conséquences économiques dévastatrices et à une accélération de la pression politique interne. Le monde entre dans une période de plusieurs années de risques élevés, d'alliances fragmentées et de volatilité sur les marchés de l'énergie, qui remodèlent l'économie mondiale d'une manière qu'aucune analyse conduite aujourd'hui ne peut anticiper pleinement. Ce qui demeure constant dans les trois trajectoires, c'est que le détroit d'Ormuz ne sera plus jamais géré comme un risque ordinaire. Et la posture stratégique américaine dans le Golfe, qui existe depuis 1979, ne peut pas se poursuivre sous sa forme actuelle, quelle que soit la trajectoire que suive le scénario. Ce que ce scénario analytique met finalement au jour ne concerne pas principalement l'Iran ou l'Amérique en tant qu'acteur individuel. Il concerne la collision entre une architecture militaire du XXe siècle et une réalité stratégique du XXIe siècle. Les États-Unis ont bâti leur posture dans le Golfe sur l'hypothèse qu'une supériorité conventionnelle écrasante dissuaderait des adversaires rationnels de provoquer l'affrontement. Cette hypothèse a tenu pendant des décennies, mais la dissuasion n'est pas permanente. C'est un calcul, et les calculs changent lorsque l'innovateur asymétrique a passé 30 ans, des centaines de milliards de dollars, et toute une génération de talents d'ingénierie a développé l'ensemble précis de capacités nécessaires pour faire échouer la dissuasion dans des conditions définies. Le missile Zulfikar n'est pas un bluff, la doctrine navale iranienne n'est pas un bluff, la géographie du détroit d'Ormuz n'est pas un bluff, le réseau souterrain de villes à missiles que les images satellites documentent depuis des années n'est pas un bluff. Ce sont des capacités vérifiées, déployées, selon une doctrine qui a été explicitement publiée, démontrée publiquement lors d'exercices et affinée sur le plan opérationnel au travers de conflits par procuration dans plusieurs théâtres. Le scénario met définitivement fin au débat au sein du Pentagone.
sur la question de savoir si les groupes aéronavals restent viables dans des environnements maritimes confinés et contestés face à un adversaire sophistiqué disposant d'une capacité massive de missiles de précision. La réponse n'est pas que les porte-avions sont obsolètes, elle est que leur vulnérabilité face à une attaque balistique de saturation massive dans des espaces maritimes confinés et réels, reconnus et insuffisamment traités par les stocks actuels d'intercepteurs et la doctrine tactique existante. Tous les planificateurs militaires qui ont étudié la doctrine iranienne le savent déjà, le scénario rend simplement visible, à grande échelle, la logique de ce qu'ils savent, en l'amenant jusqu'à sa conclusion opérationnelle, au lieu de s'arrêter à l'affirmation abstraite qu'il existe une faille. Certaines factions à Washington préféraient malgré tout un slogan plus bruyant, un décor plus éclatant et une capacité d'attention plus courte. La question qui demeure, et à laquelle le scénario ne peut pas répondre, est de savoir si l'architecture de la puissance américaine dans le Golfe peut s'adapter plus vite que la menace ne continue à évoluer. C'est pas une question confortable, et le fait qu'elle n'ait pas de réponse confortable est précisément la raison pour laquelle des scénarios comme celui-ci existent, non pas pour prédire ce qui arrivera, mais pour imposer une confrontation honnête avec ce qui est déjà vrai dans l'environnement stratégique dans lequel on opère. Si ce scénario se déroulait comme décrit, frappe de saturation, groupes aéronavals neutralisés, forces américaines en retrait, que se passerait-il ensuite? Washington choisirait-il l'escalade, la négociation ou le regroupement? Est-ce que ce serait le moment où l'ère américaine dans le Golfe se transformerait enfin en quelque chose de différent? Dans un monde où le Zulfikar est réel, où les villes souterraines à missiles sont réelles, et où les mathématiques de l'attaque par saturation sont réelles, la chose la plus importante est de comprendre le scénario avant qu'il ne cesse d'être hypothétique. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.